Je voulais, le temps de passer le micro par contre, je voulais revenir sur une petite question. Le passage que tu nous as pris, tu as montré le décollement, où tout à coup l'auteur et le narrateur, etc. Ouais, il y a une personne là-dedans qui me manque, c'est l'éditeur. Jusqu'où est prêt, on en avait discuté avec Jérôme Mézot par rapport, il y a 7 séances en arrière, où il disait, oui, là, l'éditrice, elle m'a dit, on n'y va pas complètement, sinon on va se prendre les procès. Et comment est-ce que lui, par rapport à son vécu, comment est-ce que cette figure de l'éditeur, qui n'est pas forcément intégrée dans ton explication, elle a peut-être une importance? Ouais, alors je te remercie pour cette remarque, je la trouve effectivement très, très pertinente et je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir dans le cas de Thierry Bernsteingel, c'est que lui, son attitude dans les interviews, alors il ne parle pas de son rapport avec Fayard, mais il dit quand même des trucs du genre ah, moi j'ai aucun problème avec mon entreprise, il n'y a pas de souci, etc. Aucun bisbis juridique, etc., etc. Donc il y a aussi quelque chose comme une intention déconflictualisante, en tout cas quand il parle de son entreprise. Donc on peut imaginer que voilà, je sais pas que effectivement, de toute façon, le texte en soi ne nomme pas l'entreprise. Tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle que ça parle de France Télécom, mais le texte ne nomme pas France Télécom. Donc, je pense, du point de vue de son rapport à son éditeur, de toute façon, ça posait assez peu de problèmes. Et lui, il l'a jamais nommé. Il a toujours parlé de cette entreprise au fond, mais il l'a jamais nommé dans ses textes. Cherchant même peut-être, je sais pas si vraiment à le dissimuler, mais en tout cas, il cherche pas à le faire savoir. Et puis, autre cas de figure intéressant, ça c'est sur un des autres textes qui parle des procès France Télécom sur lesquels j'ai travaillé, c'est un polar d'un auteur qui s'appelle Marin Ledin. Le titre c'est Les visages écrasés. Et son livre devait être édité par, je ne sais plus quelle, oui, la collection Série Noire chez Gallimard, qui est une collection très prestigieuse. Et à l'époque, donc, Marin Ledin raconte qu'il entre en conflit avec le chef de la collection à la maison d'édition, qui lui dit en gros, je ne peux pas publier ça, c'est pas possible. Et du coup, le gars, Marin Ledin, va chez Seuil, dans une autre collection pour faire publier son livre, parce que là, il y a le chef de la collection qui lui a dit non, il n'y a pas moyen. Donc voilà, texte conflictualisant pour le coup, on voit tout de suite, oui, ça crée des conflits, y compris avec l'éditeur qui fait partie effectivement du processus de production de l'objet livre. Voilà, tout d'abord merci pour votre présentation. C'est peut-être juste un commentaire ou une interrogation, et puis peut-être une mise en lien par rapport à mes souvenirs. Quand Jérôme Mézot était venu, justement, je trouvais intéressant, il parlait de son œuvre, absolument moderne, et puis si la mémoire est bonne, vous me corrigerez, camarade, il avait plutôt l'idée justement de s'effacer derrière l'œuvre. Donc vraiment un point de vue quand même assez différent finalement dans votre propos. Vous mettez en analogie un peu la notion du rêve qui est décryptable, donc le rêve d'une production artistique, dirons-nous, qui serait décryptable selon une certaine structure et certaines coordonnées. C'est un peu votre rêve. Et ce que je trouvais intéressant, c'est un point de vue assez différent, en tout cas je pense à Jérôme Mézot qui lui-même voulait s'effacer derrière l'œuvre. Et je trouve intéressant quand on discute des fois avec certains écrivains, certains auteurs, où il y a vraiment l'idée de « mon œuvre suffit ». Et puis peut-être un autre point de vue par rapport à la façon de voir l'œuvre. Je pensais à un petit texte que j'ai pu en tête de Marcel Duchamp, où il présente l'œuvre d'art. Je pense qu'on peut aussi donner cette même interprétation par rapport à une œuvre littéraire, comme étant non pas comme étant le fruit d'une co-construction entre l'objet en soi et celui qui le regarde. Enfin, voilà. Ah oui, ça de toute façon, hein, c'est sûr. Mais dans le cas de Mézot, moi je l'ai lu en l'occurrence absolument moderne, et j'en ai même fait un petit compte-rendu qui n'est pas encore publié, mais qui le sera dans les prochains mois sans doute. Pour moi, on peut dire ce qu'on veut, Mézot, en tant qu'individu biographique, est très présent et très
visible dans cette œuvre. Enfin, ça parle du Valais, ça parle d'expériences manifestement biographiques. Il raconte même des rêves, si je me souviens bien. Donc bon, effacement, peut-être. Moi, je ne suis pas sûr. Ce désir, en tout cas, qui est... Oui, qu'il y ait un désir, c'est sûr, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Non, au contraire, c'est massif chez lui, l'investissement personnel et conflictuel, à mon sens, vu son origine. Ah oui, mais je serais d'accord, J'ai une deuxième question un peu épistémologique. Est-ce qu'on pourrait tenter de circonscrire ou d'écrire simplement les méthodes auxquelles tu ne feras pas recours, ou plutôt de quoi éventuellement penses-tu te priver quelle serait la moins-value, si je puis dire, de ton choix méthodologique? Question évidemment ouverte. Je suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Bon, tu as choisi une méthode avec des finalités assez claires, moi je trouve. Tu as certainement... tu gagnes au change sur certains aspects, et certainement que par ailleurs tu perds au change. Moi je ne connais pas du tout les études littéraires. C'est vraiment une question de novice. C'est au fond, quelles seraient les méthodes dont tu te prives, et au-delà des méthodes, quels seraient les types de problématisation auxquels tu n'as pas accès par le choix méthodologique que tu as fait. Et si tu les vois, sinon on laisse tomber. Dont tu te prives ou qui t'ont saoulé, parce que tu n'as pas envie de faire de l'étude littéraire comme ça. Ouais, alors je peux malheureusement pas répondre à la question, je peux répondre qu'en inversant. J'ai un rapport utilitaire et cumulatif aux outils que je vais utiliser. Je suis un peu... c'est pas hyper construit. Enfin, je vais dans des textes et puis... là, typiquement, j'ai commencé à beaucoup lire de trucs psychodynamiques du travail, etc., parce que je lisais des textes qui parlaient de ça, et puis qui manifestement avaient ce background théorique derrière eux. Alors je me suis dit, il faut que j'y comprenne quelque chose, puis aussi que je sois capable de dire quelque chose de la souffrance au travail qui mène au suicide. Donc voilà, c'est comme ça que c'est fait. Et donc moi, je pars de... Vraiment, là, je ne réponds pas épistémologiquement, je réponds pratiquement, au fond, en te disant simplement que je vais aller prendre ce dont j'ai besoin. Et pour essayer de comprendre ce qui m'intéresse. Donc, dire comme ça tout ce que je ne vais pas utiliser a priori, tu vois, Simondon, je pensais jamais que je l'utiliserais en note de bas de page. Et pourtant, je me suis retrouvé à faire une utilisation sans doute sauvage et approximative d'un de ces concepts. Mais bon, voilà, à un moment, ça a fait une petite pouf dans ma tête. Et puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est marrant d'essayer de l'utiliser. Et ça, je pense que pour le coup, tu parlais de moins-value ou peut-être de faiblesse. C'est peut-être une des faiblesses de mon approche. C'est d'être assez... dans l'instinct et peut-être pas suffisamment dans... préméditation réfléchie, d'avoir tout pensé de base. Alors j'espère que je ne me casserai pas la gueule, on verra. Oui, c'était juste par rapport au parallèle avec le rêve. Peut-être si on a envie de toucher à notre subconscient, on va aller faire la psychanalyse. Un écrivain qui écrit une œuvre, il n'a peut-être pas forcément envie qu'on fasse ça sur son œuvre. Et est-ce qu'il n'y a pas une certaine violence derrière le fait de décortiquer comme ça la vie de l'auteur et ce qu'il aurait pu lui échapper? C'est une vraie question, d'autant plus quand les auteurs sont vivants. Dans le cas de moi, plusieurs moments, je me suis dit, je ne suis pas très content de dire ce que je suis en train de dire de ce monsieur Thierry Beinstingel. Oui, non, indéniablement, il y a quelque chose de violent et bon, c'est embêtant. Hein, l'autre question, c'est qu'une fois que c'est dit, donc même si c'est pas la vérité, ou si c'est à côté, ou si ça blesse l'auteur, mais en plus vous écrivez, donc ça ne nous a pas empêché du coup de vous soumettre potentiellement au jugement d'un autre qui vous
vous analyserez de manière... Oui, non, mais tout à fait. C'est vrai, hein, je suis d'accord. Puis en même temps, je pense qu'il faut se souvenir, comme vous l'avez dit, qu'au final, c'est une interprétation. C'est une interprétation parmi d'autres, et que c'est un rapport au texte qui est le mien. Puis il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Je pense que les gens survivront si je pense ce que je pense. Donc voilà, je pense, voilà, c'est juste ça, quoi. Je pense pas que ce soit si grave. Après, ça peut blesser des gens. Oui, c'est un danger qui existe. Et puis, bon, mais il y a cette anecdote célèbre de Paul Valéry qui est déjà bien canonisée du point de vue de la tradition littéraire, qui va à la Sorbonne et puis qui écoute un type parler de son texte. Puis bon, il est un peu troll, Valéry, donc il ressort et puis il dit « Bon, bah, écoutez, moi, j'ai pas vraiment compris ce que vous avez dit. » Enfin, il se moque un petit peu. Enfin, je pense qu'il y a aussi toujours des manières pour l'auteur de mettre à distance, ce qui, au final, est, pour le dire dans les termes de Bourdieu, rien qu'une tentative d'objectivation, qui est en plus tout à fait relative et modeste dans mon cas. Mais oui, risque existe.